Bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire qui est dans la lignée de notre série consacrée à l'accès aux soins, l'accès aux soins, aux difficultés croissantes d'accès aux soins. Et du coup, à la suite du webinaire que nous avons fait sur la désertification médicale, nous voudrions vous proposer un webinaire sur la pénurie des médicaments. En effet, l'inégalité d'accès aux soins se caractérise également par l'impossibilité d'avoir recours à certains médicaments en raison de leur augmentation, de leur déremboursement ou encore de leur pénurie. Ce webinaire se consacre spécifiquement à la problématique de la pénurie des médicaments. La pénurie peut toucher aussi bien les antibiotiques, le paracétamol, les corticoïdes ou encore les anticancéreux. UFC Que Choisir, en 2022, il y a eu 1602 ruptures de stock de médicaments et 2159 déclarations de risque de rupture, ce qui révèle une augmentation de ce phénomène qui a plus que triplé par rapport à 2017. En 2023, 37% des patients déclaraient avoir été confrontés à des pénuries de médicaments et durant cette même année, près de 5000 ruptures de stock ou risques de rupture ont été signalées. Et donc, face à cette pénurie, les patients peuvent subir soit une substitution de certains médicaments par d'autres, faisant craindre une moindre efficacité, ou être contraints d'arrêter leur traitement avec des conséquences qui peuvent être lourdes pour leur santé. Et donc, quelles sont les stratégies adoptées lors de pénuries médicamenteuses? Quel impact sur les patients le système de santé? Et enfin, peut-on éviter ces situations? Pour évoquer cette thématique, j'ai le plaisir d'accueillir au sein de ce webinaire le docteur Léa Delhomme, qui est médecin pédiatre au CHU de Besançon, Pascal Louis, qui est pharmacien et président de l'Union régionale des professionnels de santé pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté, et Maria Roubtsova, qui est chargée de mission du département études et lobby santé à l'UFC Que Choisir. Donc la pénurie des médicaments, c'est un problème de santé publique qui menace l'équité des approvisionnements des patients ainsi que leur prise en charge. Et donc pour commencer ce webinaire, j'aimerais vous demander si vous avez été confronté à une pénurie de médicaments et quelles sont les stratégies que vous avez adoptées face à l'absence de molécules. Est-ce que Madame Delhomme voulait répondre à cette question? Oui, merci pour l'invitation déjà à ce webinaire qui est tout à fait intéressant et qui est effectivement ce qu'on vit plutôt au quotidien, nous aussi, en tant que praticien hospitalier, donc en secteur hospitalier. Quand effectivement on a posé la question, est-ce que vous avez connu des pénuries de médicaments, moi j'ai pensé à deux choses dont je voulais partager avec vous l'expérience, en tout cas pour la première thérapeutique qu'on a vécue particulièrement, parce que je suis pédiatre à la maternité, on va dire à 90% du temps. Et effectivement, comme vous le savez, l'année passée, on a eu par l'ARS une nouvelle thérapeutique contre la bronchiolite à VRS, donc chez les nourrissons, où on pouvait injecter des anticorps aux nouveau-nés à la maternité. Et finalement, ça, c'était quelque chose qui était très attendu, puisqu'on sait qu'en hiver, en période épidémique, il y a beaucoup d'hospitalisations et que ces nouveau-nés peuvent être très facilement atteints par la bronchiolite à VRS. Et on nous a annoncé la possibilité d'injecter des anticorps aux nouveau-nés sur la période 2023-2024, entre septembre et finalement février-mars, la fin de l'épidémie. Donc, l'injection d'anticorps contre le VRS, on l'a attendu depuis très longtemps. On avait des indications initialement très larges pour tous les nouveau-nés à la maternité et pour tous les nourrissons de moins de un an, au moment du pic épidémique. Donc, ça représentait quand même un grand panel de nourrissons avec un nombre d'injections qu'on ne connaissait pas au moment du début de la possibilité d'injecter ces enfants. À la maternité, on a donc initialement fait une large pub, avec guillemets pour le mot pub, avec une proposition systématique à tous les parents de ces nouveau-nés, surtout qu'en fait, on était vraiment convaincus de l'intérêt de ces anticorps, qu'on attendait déjà depuis plusieurs années et dont on connaissait les effets bénéfiques, puisque un autre type d'anticorps était injecté aux nouveau-nés les plus fragiles, en particulier les nouveau-nés prématurés ou les enfants qui avaient des pathologies cardiaques sous-jacentes.
Et puis, donc on était super contents, on a été hyper convaincus de l'idée et on a transmis cette joie à tous les nouveaux parents à la maternité en disant c'est hyper important, il faut le faire, ça a permis de réduire le nombre de bronchiolites, ça a permis de réduire le taux d'hospitalisation et la gravité des bronchiolites. Et puis, il y a eu une première rupture de stock qui finalement a nécessité une réflexion sur les indications de prescription. On a donc dû choisir à qui on allait faire ces injections, et ce qui sous-tend que quand on a choisi ceux à qui on allait le faire, on a donc choisi de ne pas faire à certains autres nouveau-nés, ce qui pose déjà question rien qu'en le disant comme ça. On a donc réfléchi tous ensemble aux indications et on a collégialement décidé de faire les injections qu'aux plus fragiles. Ce choix, il n'a pas été simple au départ et ça a été vécu par les équipes comme un non-sens, à la fois pour les équipes et à la fois pour les familles, puisque deux des critères majeurs pour les indications qui avaient été choisis, c'était le poids et le terme de naissance. On avait donc borné à 2,5 kg et à 37 semaines pour réaliser les injections, ce qui a été vécu difficilement par tout le monde, puisque l'argument individuel que nous donnions aux parents, qui était la diminution du risque de bronchiolite et du risque de bronchiolite grave, alors même que les réductions d'indications ont été réduites sur des arguments collectifs. Donc c'est vrai que c'était un cheminement intellectuel qui était assez difficile à faire, et ça a posé la question de la place du raisonnement sur le collectif quand les arguments posés ont un fort impact individuel. On a été confronté également à des ruptures de stock en cours de week-end, c'est-à-dire qu'à la visite du vendredi, quand on fait la visite à la maternité pour les nouveau-nés qui venaient de naître, on proposait les injections de Beyfortus aux parents le vendredi, on les réalisait avant la sortie, et puis le lundi, quand on arrivait, on nous disait à la pharmacie, il n'y a plus d'injections. On devait donc de nouveau réduire les indications, et les enfants à qui nous avions proposer les injections rentrait plus dans les indications restreintes. Dans ce cas-là, nous avions quand même décidé d'injecter les enfants à qui nous avions proposé le vendredi, mais avec le risque de prendre des injections et que des enfants qui étaient dans les critères d'indication restreinte ne pouvaient plus avoir. On a eu également le problème de la prescription à la sortie de la maternité pour les parents qui ne souhaitaient pas injecter le Beyfortus, qui était une nouvelle thérapeutique dans les 72 premières heures de vie de l'enfant. Au départ, on avait pensé qu'ils allaient pouvoir le faire en sortant de la maternité avec la prescription sur une ordonnance pour aller la chercher en pharmacie libérale. Et finalement, le traitement n'était pas disponible en officine de ville, et il n'y a pas eu la possibilité de refaire un circuit hospitalier pour les gens qui auraient voulu attendre le délai de l'hospitalisation des 72 heures initiales et le refaire après. Donc ça a posé de grandes questions aussi aux parents, avec de nombreux réappels des parents dans les unités pour pouvoir répondre que finalement, ils auraient dû le faire pendant les 72 heures, puis qu'ils ne l'ont pas fait, donc ils ne pourront plus le faire du tout. Ces exemples concrets posaient différentes questions. C'est vrai que ça a posé la question de la décrédibilisation du prescripteur, avec un sentiment de ne pas connaître les stocks, le médicament, le circuit et les alternatives au manque. Ça a posé aussi les questions de la responsabilité de la prescription, avec un médecin qui prescrit quelque chose et qui n'a pas pu s'assurer de la disponibilité du traitement prescrit. Est-ce que finalement, c'est pas à lui de trouver une solution en cas de pénurie, mais il fallait déjà être informé pour moi de la pénurie et des alternatives. Et dans le cas de l'injection pour le Beyfortus, ça n'existait pas. Et puis, ça posait aussi la question du respect fondamental de la pratique de la médecine, qui est donner une information claire, loyale et appropriée, que je trouvais n'a pas été suffisamment faite dans le cadre du Beyfortus, puisque finalement, on n'avait ni les réponses ni les informations. Et je trouve qu'on a eu un manque à un moment de confiance entre le corps médical et les parents, et ça a été vraiment mis à mal à ce moment-là. Je trouvais que ça posait aussi la question finalement de la rupture du contrat social, sur la mutualité des droits et des devoirs des citoyens, parce que les membres de la collectivité qui cotisent dans le système de soins pour garantir les moyens, pour préserver leur santé, et finalement les droits fondamentaux ont été mis en difficulté par la pénurie de ces médicaments, et j'ai trouvé que ça posait une vraie question sur ce que collectivement, est-ce que les citoyens pouvaient penser de cette action collective sur le Beyfortus. Pour moi, il y a aussi eu la question de la perte de chance, avec la culpabilité la perte de chance des patients et la culpabilité médicale pour les enfants qui n'ont pas eu d'injection et qui ont été hospitalisés
avec une bronchiolite alors que les parents souhaitaient avoir cette injection. J'ai trouvé que c'était extrêmement compliqué pour nous médecins quand on voyait des enfants hospitalisés en réanimation, qu'on s'est dit, eux, ils sont passés par la mat, ils n'ont pas eu parce qu'ils n'étaient pas dans les indications. Et puis surtout une grande désorganisation des soins avec un temps passé à connaître les stocks, un temps à chercher des solutions qu'on n'avait pas. Et finalement, quand on passait une journée complète à trouver des solutions, on ne s'occupait pas de tout le reste et en particulier des autres problématiques pour les patients. Donc voilà un petit peu pour le Beyfortus, l'injection là contre la bronchiolite, que nous, on a pu un petit peu vivre au cœur de l'hôpital. Et puis, il y avait quand même deux autres problématiques avec deux autres traitements. Je ne sais pas si je peux encore parler de ça ou vous voulez déjà interagir avec le Beyfortus. Je ne sais pas comment vous... Je continue. Moi, j'avais noté pour les antiépileptiques quand même, ce qui m'a posé aussi beaucoup de questionnements en tant que pédiatre hospitalier, c'est que les antiépileptiques font partie des médicaments à risque de rupture. Ça, on le sait quand on lit tout ce qu'on peut trouver sur les ruptures de stock, dont les conséquences, elles sont évidemment compliquées pour les patients, c'est récidive de crise, état de mal épileptique, etc. Quand on interroge les neuropédiatres, ils recommandent au départ de changer de galénique, donc c'est-à-dire de changer de forme de médicament quand il y a une rupture de stock. Il propose la réalisation de préparation magistrale quand c'est possible et seulement en dernier recours, il propose un changement de molécule. Et je me suis dit qu'il était simple dans ces propositions de savoir quelles étaient les conséquences qui pouvaient en découler. Il y a le risque d'erreur thérapeutique quand on change une forme galénique que les parents étaient habitués à donner. Le risque d'inobservance, effectivement, sur des médicaments qui sont plus difficiles à prendre ou qu'on trouve moins facilement. Je pense que l'observance dont on doit s'assurer quand on est médecin et pharmacien me semble hyper mise à mal dans ces situations. Le risque de recrudescence des crises en cas d'arrêt brutal de la thérapeutique habituelle. Il y a la problématique de la tolérance du traitement qui ne peut pas être la même en fonction des molécules. Donc on revient évidemment encore une fois sur la perte de chance pour les patients en lien avec la pénurie des médicaments. Et j'avais noté une définition, c'était la pénurie d'un médicament est définie comme la non-délivrance du traitement dans les 72 heures qui suivent la présentation de l'ordonnance à la pharmacie. 72 heures, ça paraît effectivement rien quand on est du côté où on doit trouver le médicament parce que c'est difficile à faire, mais ça paraît énorme quand on est du côté du patient avec un laps de temps où on n'a pas ce traitement, ce qui peut entraîner des problèmes de sevrage, des problèmes de majoration des crises. C'est donc extrêmement difficile et je crois qu'il faut arriver à donner l'information que quand on a des traitements chroniques, il faut toujours avoir un flacon d'avance, mais ça, on va probablement y venir. Et j'ai également trouvé, quand on se renseigne un peu sur le sujet de la pénurie de thérapeutique, que finalement, dans la littérature, on trouve que les erreurs de médication, et ça, je trouve ça hyper important, et ça lance tout le questionnement et l'intérêt de ce webinaire, que les erreurs de médication et les effets indésirables sont plus importants en cas de modification de traitement, autre pour que des raisons cliniques. Donc, c'est vrai qu'il est donc prouvé qu'il y a plus à la fois d'effets indésirables et d'erreurs quand on modifie un traitement en lien avec cette pénurie. Pour toutes ces ruptures de stock, ça peut également entraîner des comportements dangereux comme l'achat de médicaments sur le darknet. Ça, je pense qu'on va en parler aussi, avec des comportements à risque pour la famille et pour les enfants. Et puis, j'avais envie parce que je pense qu'il faut, comme on a pas mal de questions, de dire finalement que de manière plus large, pour moi, ça pose toutes ces pénuries de traitement, ça m'a posé vraiment la grande question, et c'est ça que je trouve extrêmement intéressant dans ce webinaire de mettre en exergue, c'est l'inégalité d'accès aux soins, c'est le thème, parce que pour les familles les plus en difficulté, avec peu de ressources financières ou de mobilité, qui n'ont pas de voiture ou pas de possibilité de faire 50 pharmacies pour trouver un traitement, les personnes âgées, alors c'est pas mon domaine, mais en tout cas j'imagine que c'est des personnes plus vulnérables aussi. Qu'est-ce qu'on fait pour les patients qui ne parlent pas notre langue et qui doivent passer 10 coups de fil pour trouver un médicament qui est en rupture de stock? Finalement, je trouvais que c'était une vraie question de la responsabilité de l'État et de nos institutions pour assurer un accès équitable aux ressources de santé qui sont un bien public. Et je crois que c'était vraiment l'intérêt de ce webinaire, de pouvoir essayer de réfléchir autour de ces questions. Merci Léa. On a bien balayé les conséquences de cette pénurie de médicaments. Donc, à savoir un stress, déjà un stress global, et pour vous, médecins, et pour les patients,
Et puis aussi, autre que le Beyfortus, mais dans d'autres cadres pour les pharmaciens également. Bien sûr. Et puis, l'inobservance des traitements dont vous avez parlé, le tri du coup de ces patients, le tri de ces patients, à savoir pour qui on donne le médicament ou pas. Et puis, qu'est-ce que j'avais noté? La désorganisation du système aussi, la désorganisation complète de ce système de santé qui fait que ces pénuries mettent à mal vraiment notre système de santé. Est-ce que Monsieur Louis voulait rajouter quelque chose sur les conséquences de cette pénurie? Ah oui, avec grand plaisir, parce elles sont fortes. Si je peux rebondir déjà sur le Beyfortus, c'était une grande frustration pour nous, parce que on les voit aussi dans le comptoir, tous ces problèmes de bronchiolite, et quand on annonce qu'il va y avoir, on suppose une bonne solution, puisque on sait maintenant qu'il y a eu vraiment des résultats probants sur les gens qui ont pu être vaccinés, mais c'est la première année. Et c'est vrai que quand on a dit à des jeunes parents qui ont des bébés, il y aura une solution, pensez bien, et que ces gens viennent chercher le produit et qu'on leur dit on ne peut pas en avoir, c'est une grande frustration. Mais c'est une frustration qu'on connaît sur beaucoup de produits. Dans la pratique, à l'officine, les gens, ils franchissent la porte chez nous, c'est un peu particulier par rapport à tous les autres professionnels de santé, et ils sont là, ils ont un besoin. Donc ce besoin, il faut l'honorer. Donc, c'est le thème de la journée de ce webinaire. Il y a des soucis d'approvisionnement, on n'a pas tout. Et donc, on dit aux gens, on va vous trouver une solution. Alors, les premières solutions qui existent, on jongle un petit peu sur les génériques, on jongle entre princeps, c'est-à-dire la molécule de marque, et le générique. Ça a comblé une partie de ce déficit en produits, les génériques. Il faut reconnaître que il y a 18 marques de génériques, hein. Là, on ne regardait plus quelle était la marque qui pouvait nous fournir. On allait voir toutes les marques et lequel a une boîte, deux boîtes, trois boîtes. On en est là, hein. C'est assez étonnant, mais on en est là. Donc, ça a été la première solution. C'est pas toujours cette solution qu'on peut appliquer. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on met un générique, on est toujours dans l'intention de prescription du médecin. Donc, on a la main, nous, pharmaciens, pour changer. Par contre, si on n'a pas le produit, ni le princeps, ni le générique, euh, on va, on va penser à un médicament qui sera dans la même intention, mais par contre, ce n'est pas le même médicament, ce n'est pas la même composition. Donc, dans ces cas-là, nous appelons le médecin qui va, pour la plupart du temps, nous dire, bah ouais, ok, allez-y. Mais on a besoin de son aval. Et là, vous imaginez le temps passé au téléphone, joindre des médecins, c'est pas toujours simple. Ils ont leur occupation, ils sont en plein milieu d'une consultation, on les dérange, on les embête pour quelque chose euh, qui est évident. Le changement, on sait qu'il va dire oui, mais on a besoin de son aval. Bon, c'est rassurant aussi pour le patient. Il faut savoir qu'il y a une réflexion en cours actuellement pour qu'il paraisse une liste d'équivalents, qui ne soient pas des équivalents stricts, mais qui soient des équivalents que l'on puisse substituer aux médicaments manquants. C'est une solution bon, qui n'est pas applicable pour l'instant, mais qui existe. Donc, énormément de pertes de temps. Effectivement, ça a été évoqué. Du coup, une incertitude du patient sur le médicament. Quand ça se fait qu'il manque, est-ce qu'on me donne la même chose? Tout ça n'est pas rassurant et peut induire une inquiétude et peut induire une faiblesse en matière d'observance. On le vit aussi. J'ai pas eu exactement le même d'habitude, je sais pas trop, et c'est plutôt néfaste pour la qualité du suivi du patient. Mais retenez bien que nous, quand on ne change pas l'intention de prescription. Quand on doit changer la molécule, on appelle le médecin. Dans les solutions qui sont travaillées, le médicament, quelque chose de particulier que je veux rappeler, on appelle ça la chaîne du médicament. C'est-à-dire que de la fabrication à la dispensation, en passant par des dépositaires, des grossistes, cette chaîne de médicaments est pilotée par des pharmaciens, strictement, ce qui est un vrai élément de sécurité sur la qualité du produit. Il y a beaucoup de falsifications dans d'autres pays qui nous entourent, assez proches de chez nous, et il y en a malheureusement un peu, mais vraiment très peu en France. On est un des pays sur ce plan-là le mieux protégé en matière de falsification de médicaments. Donc, on a confié aux grossistes répartiteurs, c'est-à-dire la dernière personne avant la pharmacie pour l'arrivée du médicament, on leur a confié une répartition harmonieuse
de la distribution de ces médicaments. Alors, ça consiste en quoi? On sait où sont les produits, parce que quand il manque un produit et qu'il arrive à Nantes ou qu'il arrive à Marseille, il n'est pas à Dijon. Le temps qu'il revienne sur Dijon, ça va encore mettre 24 heures. Donc, vous voyez que la logistique est essentielle. Et donc, cette répartition des unités de médicaments est bien suivie par les grossistes répartiteurs qui eux-mêmes les mettent à disposition au prorata de certains du chiffre d'affaires, par exemple de la pharmacie. Hein. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas en acheter autant qu'on veut, mais on va pouvoir en acheter un, on va pouvoir en acheter deux. Donc, on passe énormément de temps à acheter, à rappeler le médecin, et on passe énormément de temps à, à aller sur le site du grossiste répartiteur pour trouver des fois une seule boîte de produits, mais quand on en trouve une, ben on sait on aura satisfait au moins un patient. Bon, ça, c'est une réponse apportée par la profession à cette pénurie. C'est loin de combler, mais au moins ça permet, on va dire, une égalité de chance pour tous les patients. Et ça me semble important. C'est des choses qu'il faut vraiment éviter, c'est le stockage. Il faut savoir que, hormis les médicaments qui ont des conditionnements de 3 mois, les médicaments sont en général conditionnés pour 1 mois de traitement et on n'a pas le droit de donner plus. Et que l'on doit respecter 21 jours de délai entre une délivrance et la suivante. Donc, c'est des éléments qui sont faits pour éviter le gaspillage et éviter le stockage. Et dans ce cas-là, ils auront été pertinents parce qu'ils auront permis une meilleure répartition des produits sur l'ensemble de nos concitoyens. On pourrait peut-être faire un effort aussi, ça c'est le côté un petit peu pédagogique. C'est vrai que on a eu jusqu'à ce jour toujours un accès très facile aux médicaments et un accès gratuit aux médicaments. Certainement qu'il faudrait que l'on travaille un peu pour prévenir des risques de surconsommation ou de mauvaise consommation ou pas de consommation du tout avec des produits qui nous reviennent périmés. Il serait certainement intéressant qu'il y ait un peu de pédagogie qui soit faite sur la qualité du produit, sur la difficulté, sur le coût et sur la pertinence du bon usage. Je pense que là, on a un petit effort à fournir. Je voulais également, c'est d'actualité, hein, vous parler des inquiétudes des pharmacies sur plusieurs points. Alors, je ne vais pas tous vous les énumérer, mais le premier point d'une grève dont vous avez certainement entendu parler, qui se tiendra le 30 mai, porte justement sur ce problème de pénurie de médicaments qui pour nous est quand même extrêmement compliqué. Il y a un outil aussi dont je ne vous ai pas parlé, je refais une toute petite marche arrière. La profession a mis en place un système où quand la pharmacie veut bien se connecter à un service informatique, on a les stocks des autres pharmacies. Ça veut dire qu'on va sur le site et on regarde et on dit au patient, bah, tiens, allez dans telle pharmacie, on sait qu'il lui en reste encore une boîte ou deux boîtes, etc. Vous voyez on a essayé de trouver des solutions pour pallier à ce déficit de produits. Malheureusement, quand il n'y a pas assez d'unités, on finit quand même par manquer. Chose importante aussi, je ne connais pas de pharmacie qui ne trouve pas une solution pour le patient. Ça me semble important. On passe des coups de fil, on passe du temps, on appelle le médecin, mais on trouve toujours une solution en ne laissant pas le patient repartir en lui disant bah, écoutez, on ne peut rien pour vous, on n'a pas votre produit, bah, vous en passerez jusqu'à ce qu'on m'en ait. Ça n'existe pas. Hein. Donc, on fait vraiment tous les efforts nécessaires. Pour autant, on veut manifester notre mécontentement. Je reviens au sujet de la grève. Donc, il y a plusieurs sujets concernant cette grève. L'un étant donc, je vous le disais, cette pénurie de médicaments et l'autre, mais qui est quand même assez directement lié à cette problématique, c'est la fermeture des pharmacies. On a connu pendant 10 ans 200 fermetures de 200 pharmacies par an. Alors, pas toutes pour des raisons de faillite. Hein. Il y en a qui ne travaillent plus assez et qui ne sont plus rentables. Il y en a d'autres qui fusionnent. Bon, ça, c'est la bonne solution. Mais il y a un désintérêt pour le monde rural, ce qui est une vraie inquiétude. Pendant 10 ans, 200 pharmacies ont fermé. On est passé de 22 000 à 20 000 pharmacies. L'année dernière, il en a fermé 300. Et au mois de janvier de cette année, il en avait déjà fermé 56. Et quand on parle d'accès aux médicaments, la pénurie des médicaments est un problème, mais l'éloignement des pharmacies par fermeture en est un également. Il y a d'autres sujets de mécontentement qu'on exprime à travers cette grève, mais ce sont surtout ces deux-là qui concernent notre webinaire d'aujourd'hui.
Alors peut-être, Monsieur Louis, je vais enchaîner avec une question qui nous est posée. Pourquoi ne pas instaurer une délivrance de médicaments à l'unité et non délivrer une boîte de 30 comprimés pour un traitement nécessitant 10 comprimés? Alors, il y a un cas où effectivement, on a connu une épidémie, de, où on a vendu de la rifadine, j'ai perdu le nom de la maladie, une méningite à l'école. Et là, effectivement, on a vendu des flacons alors qu'il suffisait pour chaque enfant mais c'est du sirop, c'est très compliqué. En général, vous avez raison, ça pourrait être une solution. J'y vois deux oppositions majeures. L'une, premièrement, on n'est pas du tout organisé pour ça. Quand on parle des pays anglo-saxons qui sont organisés pour cela, ils reçoivent des comprimés en vrac et ils les reconditionnent. Ils ont un logiciel qui est équipé pour ça, avec toutes les mesures sécuritaires, c'est-à-dire qu'ils sortent une étiquette, il y a les mises en garde qui sont apportées. Nous, on n'a pas tout ça. Donc, c'est vraiment artisanal. Mais deuxièmement, et je pense que c'est peut-être le principal argument, c'est qu'on a des conditionnements qui sont en général, ou même presque systématiquement, adaptés aux besoins. Il est assez rare qu'en fait on vende un produit où il y ait 20 comprimés, 30 comprimés et qu'il n'y en ait besoin que de 6. Il y a certains, l'amoxicilline, qui est l'antibiotique le plus connu de tous, il existe des conditions. Allez, ils ont supprimé la boîte de 3, mais elle existait, mais elle n'avait pas tellement de justificatif. Sinon, pour une prescription d'un dentiste. Il existe la boîte de 6, il existe la boîte de 12, il existe la boîte de 14. Vous voyez, on a en fait les conditionnements mis en place par les industriels s'adaptent aux recommandations. Donc, honnêtement, je pense que le gaspillage ou le défaut de produit ne vient pas du conditionnement et je suis à peu près certain que ça ne répondra pas à la problématique. Et franchement, je pense que ça peut induire des mauvais comportements par rapport à des médicaments qui seront déconditionnés et qui peuvent être pris par erreur et qui n'auront pas le suivi nécessaire. La profession pense que ce n'est vraiment pas la bonne solution. Alors, j'en profite, je vois Madame Goussova qui lève la main pour peut-être répondre à ce que vient de dire Monsieur Louis, parce que justement, Oui, je voulais après que vous puissiez détailler les causes de ces pénuries. oui. Donc, Alors juste très rapidement pour peut-être illustrer ce que vient de dire Monsieur Louis. Donc le conditionnement par boîte, concrètement, par exemple, ça implique une boîte, une notice. Et nous, côté patient, on est très attachés au fait qu'on ne supprime pas les notices papier avant qu'on mette en place un système, par exemple, pour imprimer des notices sur place. Donc, ce conditionnement par boîte, ça pose des problèmes de traçabilité. Donc aujourd'hui, vous, côté pharmacie, vous suivez, par exemple, les numéros de production de médicaments pour pouvoir faire des rappels si jamais il y a un problème de sécurité. Donc il y a ce problème-là. Et sur les notices, nous, côté patient, on est très attaché à la notice papier et à la délivrance systématique d'une notice papier avec les médicaments. Parce que notamment, les personnes qui consomment le plus de médicaments, ça va être typiquement les personnes âgées qui sont aussi les moins équipées en smartphone. Donc, la délivrance par boîte, c'est cette problématique-là aussi, c'est bien faire en sorte que le médicament soit délivré avec toutes les informations pertinentes qui vont avec, ce qui va dans le sens d'une réduction des risques notamment. Voilà, pardon. Et du coup, oui, sur les causes des pénuries, vous vouliez faire une introduction un peu ou j'enchaîne directement? non, non, Thierry. allez-y, sur les causes des Ok, pénuries, oui. super. Alors, du coup, concrètement, si je devais résumer le problème de la situation actuelle, c'est que on a une politique de gestion des pénuries et pour l'instant, on cherche toujours une politique de la sécurisation de l'approvisionnement. Donc, concrètement, aujourd'hui, on a des laboratoires pharmaceutiques qui produisent des principes actifs essentiellement à l'étranger, ce qui rend la France dépendante des problèmes de chaîne de production à l'international. Et typiquement, avec par exemple la hausse de la demande de principes actifs, par exemple en Chine et en Inde, qui sont deux très gros marchés, la France se retrouve à être en concurrence avec ces pays pour récupérer des principes actifs. Sur le territoire national, on produit de moins en moins de principes actifs, donc on a pour certains médicaments, on a des façonniers donc, qui conditionnent les principes actifs, mais on importe une très grande partie de notre consommation. Et donc, le résultat de ce système-là, c'est qu'on est passé, par exemple, de 345 ruptures en 2014 à 1555 ruptures en 2023. Donc, la tendance de moyen terme est très inquiétante. On voit que les approvisionnements sont de moins en moins sécurisés.
Il y a des problèmes de type pénurie hivernale dans les périodes où il y a des pics de consommation parce que la demande augmente. Mais ce qu'on observe et ce qui est assez inquiétant, c'est que, par exemple, dans le comité de suivi du plan hivernal de la NSM, on vient nous expliquer que quand on est en épidémie hivernale, les industriels ne constituent pas de stock parce qu'il y a une forte demande de consommation tout de suite. Et quand on est en fin d'épidémie hivernale, là au printemps, les dernières réunions, c'était ah, alors là, maintenant, on ne constitue pas de stock parce qu'il y a moins de demande. Donc en fait, on a l'impression que les industriels ne reconstituent jamais des stocks qui sont pourtant tenus d'avoir, parce qu'il existe un décret stock qui est censé établir des durées minimales de stock. Or, ces décrets sont très peu appliqués. Typiquement, par an, il y a un nombre de sanctions pour non-respect des stocks qui se comptent sur les doigts d'une main, avec des montants d'amende qui sont moins de 1% du chiffre d'affaires des laboratoires typiquement. Donc, aujourd'hui, la mesure qui existe en théorie pour gérer ces tensions, qui est le décret stock, n'est essentiellement pas appliquée ou très peu. Et par exemple, il y a une proposition de loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, qui va être bientôt examinée au Sénat, qui est la proposition de loi Rabot sur les pénuries, qui en fait ne propose que d'inscrire dans la loi ce qui existe déjà par décret. Donc même la loi qui est en processus d'adoption là ne rendrait pas plus ambitieux les objectifs de stock. En même temps, effectivement, vu qu'ils ne sont déjà pas appliqués, on peut se demander si ce serait vraiment pertinent, par exemple, de demander au laboratoire des stocks plus longs. Mais en tout cas, nous, les LC Que Choisir, on se bat au moins pour que les sanctions soient appliquées pour les industriels qui ne respectent pas leurs obligations. On a l'impression d'assister à une espèce de chantage de la part de l'industrie, par exemple sur des génériques où les industriels réclament des hausses de prix avant de respecter leurs obligations en termes de stock. Nous, ce qu'on pense avec LC Que Choisir, c'est qu'il faudrait que l'industrie fasse preuve de transparence sur ses coûts, parce qu'aujourd'hui, l'industrie vient nous expliquer qu'ils ne sont pas rentables. Alors, c'est peut-être vrai sur certains produits, mais sur d'autres, on observe, par exemple, sur l'amoxicilline, où il y a 11 acteurs sur le marché, on se dit que si c'était vraiment pas rentable comme produit, peut-être qu'il n'y en aurait pas 11, peut-être qu'il y en a qui se retireraient du marché. Donc, on veut bien croire que les génériques soient beaucoup moins rentables que les médicaments innovants, mais on n'est pas sûr que ce soit pas rentable du tout. Et par ailleurs, si ce n'est pas rentable, on va revenir sur les solutions tout à l'heure, mais on s'interroge sur pourquoi ne pas mettre en place une production publique si le privé ne veut pas le faire, puisque aujourd'hui, donc, en fait, on demande à des acteurs privés de fournir l'approvisionnement et on voit que ce système est de plus en plus défaillant concrètement. Et notamment, ces acteurs privés, ce qu'ils font, c'est également une production à flux tendu, donc qui est avantageuse pour l'industrie puisque ça permet de réduire les coûts, mais pour les patients, c'est pas du tout avantageux puisque dans cette production à flux tendu, ça veut dire que s'il y a un problème sur la chaîne de production, ça veut dire que le moment où on va avoir de nouveau du stock est d'autant décalé, puisque typiquement la production d'un médicament, alors ça dépend des principes actifs, mais typiquement la production d'un médicament peut prendre plusieurs mois. Et donc, s'il y a un problème à un endroit, avec une industrie qui est également de plus en plus concentrée, typiquement en Chine et en Inde, ça veut dire que pour redémarrer un autre site de production, par exemple, ou redémarrer la production d'un batch de médicaments qui serait, sur laquelle il y aurait un problème, ça peut prendre des mois. Donc, ce qui explique que la durée moyenne d'une pénurie est de plusieurs mois. C'est-à-dire qu'on ne produit pas un médicament du jour au lendemain quand il y a un problème. C'est pour ça que des acteurs qui ne cherchent pas à faire du profit et qui pourraient éviter ce problème de production à flux tendu pourraient venir sécuriser les approvisionnements, à nos yeux. Et voilà. Et donc la question, c'est cette hausse de demande du médicament dans le monde devrait... on compte sur une industrie pour répondre à cette demande, mais ensuite les pays se retrouvent un peu en concurrence entre eux pour récupérer notamment des principes actifs. Et aujourd'hui, donc en France, on fait soit des mesures de sanctions contre les labos qui ne sont pas forcément appliquées, soit on fait des politiques de subvention à la relocalisation qui ne sont pas forcément assez ambitieuses, puisque il y a plusieurs milliers de médicaments d'intérêt thérapeutique majeurs. Aujourd'hui, les subventions à la relocalisation sont sur
une cinquantaine de spécialités, et encore le temps d'ouvrir une usine, c'est aussi du temps long. Donc, on est assez pessimiste à l'UFC Que Choisir sur les perspectives à moyen terme, puisque donc, on voit une augmentation du nombre de spécialités concernées par les pénuries, et on voit des réponses qui ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux. Par exemple, sur la dernière feuille de route du ministère de l'Industrie et du ministère de la Santé sur les pénuries de médicaments, dans l'introduction, les ministères se félicitent de la précédente feuille de route sur 2019-2022. Or, par exemple, cette feuille de route n'a jamais été évaluée. Et quand on regarde les chiffres des pénuries, on voit qu'il y a eu une explosion des ruptures et risques de rupture sur la période 2019-2022. Donc, on a l'impression que les ministères qui sont censés gérer ces problèmes ne prennent pas du tout la mesure de l'ampleur du phénomène, et aussi qu'ils vont prendre une certaine nonchalance sur l'évaluation de leur propre politique. Parce que nous, à l'UFC Que Choisir, on dresse un bilan qui est très négatif. Concrètement, on n'est pas du tout rassuré. Et si on continue comme ça, on ne voit pas de réponse à la hauteur de l'enjeu. Je vous remercie. Il y a aussi l'argument que j'ai pu entendre de la rentabilité financière enfin, encore une fois, sur le fait que la France achèterait les médicaments moins chers que d'autres pays. Et du coup, les industriels sont plus tentés d'approvisionner les autres pays plutôt que la France. Est-ce que cette affirmation ou cette réflexion est exacte, ou est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, le problème, c'est que les vrais produits qui sont les vrais prix qui sont les prix remisés ne sont pas connus. Donc, en fait, pour vérifier concrètement ça, il faudrait qu'on ait accès aux prix remisés, puisque les remises qui sont négociées sont typiquement gardées secrètes. Et aujourd'hui, personne n'a accès à ces données, en tout cas pas les associations de patients. Après, et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est aussi qu'il y a des pays où les prix sont beaucoup plus élevés qu'en France, par exemple la Suisse, qui connaissent également des pénuries. Donc là-dessus, on est un peu sceptique. On veut bien entendre l'argument, mais on pense que si les industries veulent négocier des hausses de tarifs, il faut qu'elles fassent preuve de transparence. Donc, par exemple, révéler ces prix remisés, ce serait un début. Mais après, là-dessus, typiquement au sein de l'Union européenne, on a un marché unique. Avec nos homologues du Bureau européen des consommateurs, on essaye de faire des propositions pour que les pays, les États membres de l'Union européenne, typiquement, fassent preuve de coopération plutôt que de concurrence. Par exemple, ce qui a été fait sur les vaccins contre le Covid, ça pourrait être un modèle en termes de négociation collective pour obtenir les doses, et ensuite de manière de gérer les stocks entre les pays. Plutôt, en gros, aujourd'hui, on a l'impression d'observer une espèce de concurrence. Par exemple, sur l'année dernière, il y a eu des hausses de tarifs. D'abord, je crois, l'Allemagne et le Portugal qui ont augmenté le tarif de l'amoxicilline, et la France a suivi. Donc, on a l'impression qu'il y a une pénurie d'amoxicilline dans l'ensemble, et que les États membres sont en train de se battre pour. C'est une espèce de jeu à somme nulle, en fait, où chacun essaye de ne pas avoir un prix plus bas que les autres, mais on se bat pour un stock qui est insuffisant dans l'ensemble. Donc, nous, on veut d'une part qu'il y ait suffisamment de stock pour tout le monde, et d'autre part que les pays coopèrent pour éviter une espèce de course vers le haut avec une inflation généralisée des prix. D'accord. Je vous remercie. Comme ça, on a bien vu les causes de ces pénuries au niveau national, au niveau des industriels, au international également. Mais au niveau du patient et des médecins, est-ce qu'il n'y aurait pas des possibles explications à ces causes de ces pénuries? Monsieur Louis ou Léa Delhomme, si vous vouliez répondre. Je remets mon son. Probablement que si. Moi, quand j'ai un peu réfléchi autour du sujet, je me suis dit que finalement, il fallait peut-être voir la problématique sous un spectre assez large, et en tout cas en prenant parti de chacun des acteurs de la prescription du médicament. Donc, effectivement, les industriels, le prescripteur, le malade, et puis les fournisseurs, entre guillemets. C'est sûr que lutter contre la pénurie elle-même, c'est probablement, en ce qui me concerne, à mon avis, passer par l'information du personnel soignant sur le travail de la juste prescription. En tout cas, à mon avis, c'est passer par savoir déprescrire ce qu'on a prescrit, et toujours donner la bonne indication, la bonne durée. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit finalement rentrer dans nos études de médecine, qu'on prescrit aussi pour le patient, mais aussi pour éviter les pénuries, et qu'on prescrit à plus large envergure que simplement
un patient et qu'on doit rentrer ça en compte dans notre réflexion au moment de la prescription. J'avais aussi noté en tête que finalement, c'est vrai que quand on regarde un peu chez les gens, on voit que souvent les gens ont des mini-pharmacies vraiment chez eux parce que finalement, mais ça pose plutôt effectivement la question de l'inobservance des médicaments que la mauvaise prescription. Et je pense qu'il y a un vrai travail sur l'observance des patients, sur la durée de l'antibiothérapie, sur effectivement ce que si on entend, et ça j'en suis plutôt convaincue, que finalement les conditionnements des médicaments obéissent aux recommandations des sociétés savantes, on se demande pourquoi il y a encore du stock de médicaments. C'est probablement parce qu'à un moment, ça n'a pas été bien prescrit ou trop prescrit ou pas suffisamment observé par le patient. Et ça, je pense que c'est des choses sur lesquelles il faut vraiment travailler. Et puis, oui, moi, je m'étais dit vraiment plutôt insister dans les études de médecine sur la bonne indication, la bonne prescription, la bonne durée, et surtout cette idée de déprescrire le médicament une fois qu'on l'a prescrit, avec peut-être une réévaluation des patients. Enfin, vraiment rentrer dans cette idée qu'il faut qu'on lutte contre la pénurie aussi à notre échelle, quoi. Et du côté du patient, euh, il semblerait que les Français restent de gros consommateurs également de produits pharmaceutiques. On serait les premiers consommateurs d'antibiotiques en Europe, j'avais noté. Est-ce que, Monsieur Louis, vous avez cette réalité-là? Oh, je ne sais pas trop ce qui se passe dans les autres pays où on ne sait pas tout, mais effectivement, nous sommes des gros consommateurs. Alors, il y a des efforts qui sont en train de se faire. Je pense à l'angine, par exemple, où effectivement les TROD, les tests de prélèvement pharyngé, hein, sont en train de se développer en pharmacie avec une capacité à, à donner ou pas l'antibiotique suivant le résultat, si le résultat est bactérien ou viral. Il faut reconnaître, moi j'en fais depuis une bonne année maintenant des troodangines. Euh, L'infection virale bactérienne, elle est rare quand même, hein. Elle est pas, je crois que c'est un cas sur 5. Et si j'ai bonne mémoire des chiffres, sur 8 millions d'angines diagnostiquées à ce jour, je crois qu'il y a 6 millions de prescriptions d'amoxicilline. En général, c'est cet antibiotique-là qui est choisi en première intention. Donc, on s'aperçoit qu'on pourrait aisément tomber à 2 millions, voire à 1,5 million, suivant les statistiques. Donc, oui, il y a certainement des abus. Alors, la faute peut peut-être incomber au prescripteur. Nous, on le fait avec le test, hein. Donc, on a le verdict du test qui nous incite, enfin, qui nous dit tu donnes ou tu donnes pas. Mais il y a aussi un peu une culture, hein. On est chez le médecin, s'il me donne pas d'antibiotiques, ça c'est ancestral. Il m'a mal soigné, ça va traîner. Donc, effectivement, il y a toute une rééducation à faire, une éducation à faire chez le patient, effectivement. Ça, c'est sûr. Et puis le médecin, bon, bah, quand il subit un peu de pression, eh ben, il- il valide la pression, quoi, hein. On peut comprendre aussi, hein. On peut comprendre. Donc il y a un vrai travail à faire. Nous, dans ce domaine-là, au niveau de la profession, on nous a confié, le ministère et l'assurance maladie nous a confié ce qu'on appelle des bilans partagés de médication. C'est-à-dire, dans certains cas, alors c'est soit attaché à une pathologie, à un médicament comme un anticoagulant, soit attaché à une pathologie comme le diabète, soit attaché à ce qu'on appelle une ordonnance complexe, c'est-à-dire une ordonnance qui a plus de 5 principes actifs. On peut faire un entretien dans un bureau tranquillement, un pas au comptoir, avec un patient, ça s'appelle un bilan partagé de médication. Et ce bilan partagé, on parle avec lui en fait de sa vie avec son médicament. Et comment ça se passe? Est-ce que vous le supportez bien? Est-ce qu'il y en a qui vous qui vous créent des désagréments, auquel cas vous le prenez moins régulièrement? Donc on découvre tout ça, bien sûr, et on fait un rapport au médecin. Mais en toute transparence auprès du patient, bien sûr. On lui demande sa validation et il est au courant. Donc ça, ce sont des bonnes initiatives. C'est pas encore suffisamment généralisé. Il faut du temps pour ça. C'est pas si simple. C'est pas complètement rentré dans la culture, ni du pharmacien, ni du patient. Le patient, il dit, bah, qu'est-ce qu'il me veut aussi, hein, on peut comprendre, hein. Il va me mettre sur le grill, là. Il va me faire des reproches.
Donc, il y a toute une culture à retravailler pour l'amélioration de l'observance. Parce que franchement, même si on a progressé, ça j'en suis certain, on a encore beaucoup de travail à faire. Et ça impacte forcément aussi la pénurie de médicaments. Pas que, hein, bien loin de là. Mais c'est vrai que le stockage en armoire à pharmacie, c'est vraiment dommage. Vraiment. Et ça Ouais. existe encore. Mais je dis bien, on est sur une bonne tendance. Hein. Il ne faut pas envoyer des messages négatifs. Il y a une amélioration sur ce plan. Net. Et parallèlement à ça également, il y a le phénomène de gaspillage. J'ai pu lire que en 2023, le gaspillage de produits pharmaceutiques reste encore une problématique centrale au sein du système de santé français. Malgré les efforts déployés par les particuliers et professionnels de santé, comme on vient de le dire, le nombre de produits de santé gaspillés est toujours conséquent. Et donc, une étude en 2018 de l'OCDE estimait que 17 600 tonnes de médicaments étaient non utilisés ou périmés. Donc ça également, c'est un autre problème. Effectivement, la cause de ces pénuries, c'est un phénomène un peu global, hein. Il y a les industriels, il y a une part des médecins, une part des patients, et parce qu'on est en société finalement. Bien sûr. Et puis, il faudrait aussi, bon, ce chiffre fait peur, effectivement, et on est bien placé pour le voir, puisque c'est nous qui récupérons par un système qui s'appelle Cyclamed, qui récupérons ces médicaments arrivés à date de péremption ou pas utilisés. C'est pareil, la tendancielle est favorable. C'est en train, ce chiffre était énorme. Déjà, il est beaucoup plus transparent qu'avant, parce qu'avant, tout ça partait à la poubelle, ce qui était une catastrophe environnementale, on est bien d'accord. Hein, donc là, c'est détruit dans des lieux d'incinération spécialisés sur le médicament. Hein. Mais les choses s'affichent plus, donc ça nous fait apparaître des sommes en tonnes, en milliers de tonnes qui sont considérables. Mais on est sur une meilleure pente. Sincèrement, il y a un effort qui est fait, mais je pense qu'il y a encore de la communication à faire sur ce plan-là, certainement. Et honnêtement, c'est pas cette pénurie de médicaments qui va nous favoriser les choses. Parce qu'en incidence, les gens ont tendance à se dire, bah, il faut que je stocke, parce que peut-être que mon médicament, dans un mois, j'en aurai pas. Donc ça nous aide vraiment pas, ça. Hein. Ça, c'est certain. Je pense qu'en plus, c'est le message en plus qui est un peu donné pour tous les médicaments de maladies chroniques. C'est un peu ayez toujours le flacon d'avance. Et ça va avec l'idée de la déprescription ou en tout cas de revoir les patients peut-être plus régulièrement. Mais ça pose aussi question des créneaux des délais de consultation des médecins à l'hôpital qui prescrivent particulièrement des médicaments de maladies chroniques. Mais effectivement, plus les pénuries des médicaments sont présentes, plus le risque de stockage est important et plus le risque de gaspillage est important, c'est sûr. Et je pense que c'est sur toutes ces actions-là c'est sur toutes ces choses-là qu'il faut agir, oui. Alors, on a une réaction là sur notre onglet QR. Cette pénurie n'est-elle pas finalement aussi un symptôme de la dégradation de confiance entre patients et professionnels de santé? Dans le cas de non-observance, par exemple, il y a des injonctions contradictoires, comme le cas du Beyfortus. Enfin, bon, là, c'est mon micro qui est ouvert, donc j'ouvre le bal, mais je crois pas. Honnêtement, j'ai l'impression qu'il y a quand même une relation privilégiée entre les patients, les professionnels de santé. Je pense pas que ce soit un manque de confiance. Quand on en parle aux gens, à la limite, ils nous en veulent même plus. C'est même presque grave. Mais ils comprennent. Ils disent, oui, ben vous arrivent en disant, est-ce que vous en avez? Ben, ça rentre dans les mœurs, ce qui est vraiment très, très inquiétant. Mais, mais il est rare que ça se passe mal. La personne comprend. On va trouver une solution ensemble. Dites-moi où je peux aller. Je passe des coups de fil. Voilà. Mais non, je crois que le climat de confiance, lui aussi, il est plutôt bon, me semble-t-il. Me semble-t-il. Et qu'en fait, les, les patients mettent plutôt ça sur une mauvaise gestion de leur politique ou un problème international. Hein, je crois que c'est ce niveau-là qui est montré du doigt comme étant responsable. Alors, une autre question. Pensez-vous que les dates de péremption sont justifiées à l'échéance aussi courte? Problème financier lié à l'industrie du médicament. Bon, mais je ne vais pas te la répondre quand même. Moi, je pense que c'est pas très logique. Objectivement, je crois, si j'ai jamais travaillé dans l'industrie, moi, hein, mais je crois que
la définition de la date de péremption, c'est quand le produit arrive à sa date de péremption, c'est qu'il est tout aussi actif et il a gardé les mêmes caractéristiques que lors du premier jour de sa fabrication. Mais on ne sait pas ce qu'il en advient dans les mois après. Il peut très bien être encore bon plusieurs mois après, voire plus. Je suis pas en train d'inciter en disant manger du périmé, hein, mais je pense qu'on pourrait faire un effort sur ce plan-là. Les dates sont quand même relativement courtes. Mais je, je laisse la parole à mes collègues. Hop, alors, Madame Rousseau-Bach nous a envoyé justement un petit lien sur les conseils du médicament périmé. Je prends ou je ne prends pas. Voilà, si vous voulez lire. Et d'ailleurs, Madame Rousseau-Bach, peut-être, on va maintenant passer, enfin, on en a déjà parlé, aux solutions pour éviter ces situations. Et donc, au niveau national, qu'est-ce que l'on pourrait faire? Est-ce que vous préconisez à l'UFC Que Choisir? Oui, alors sur les médicaments périmés, j'ai envoyé une petite enquête qu'on a faite. On a notamment demandé à nos abonnés de nous fournir leurs médicaments périmés. On a fait des tests dessus pour voir s'ils marchaient toujours. Et globalement, la réponse, c'est en part. Donc, ça dépend des principes actifs et ça dépend aussi des conditions de stockage. Le problème, c'est que stocker des médicaments chez soi, on ne va pas forcément garantir des bonnes conditions de température, humidité, etc. Voilà. Alors, du coup, sur les solutions par rapport aux pénuries de médicaments. Alors, pour nous, il faut vraiment avoir des réponses systémiques à un problème qui est systémique. Donc, il faut organiser une relocalisation tant que c'est nécessaire sur tous les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur si on n'arrive pas à sécuriser l'approvisionnement autrement. La solution pourrait être européenne parce qu'effectivement, ça fait beaucoup de. Ça fait 6000 MITM, donc ça fait beaucoup de principes actifs. On pourrait par exemple s'organiser au niveau européen pour coordonner les efforts publics pour sécuriser des approvisionnements. Et du coup, il faudrait bien gérer les stocks, donc avoir des contraintes vraiment appliquées, des sanctions vraiment prises pour non-respect des stocks. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'obligation de stock, elle est essentiellement théorique. Alors après, en termes des grossistes répartiteurs, bon là, il y a des efforts qui ont déjà été faits pour limiter les ventes directes des laboratoires aux pharmacies avec la charte des bonnes pratiques qui a été adoptée fin 2023, puisque un des sujets, c'était les grandes pharmacies qui pouvaient se fournir directement auprès des labos sans passer par les grossistes répartiteurs. Donc ça, apparemment, ça commence à faire effet, c'est-à-dire qu'il y a moins de ventes directes qui favorisaient plutôt les grandes pharmacies au détriment des petites. On peut réfléchir à optimiser les circuits des grossistes répartiteurs, mais globalement, le principe, la cause du problème, elle est plutôt sur le manque global de médicaments sur le territoire. Et donc là-dessus, il faut vraiment penser production publique pour les spécialités qui ne seraient pas rentables pour le secteur privé et relocalisation éventuellement au niveau UE. Donc aujourd'hui, il y a une révision de la législation pharmaceutique européenne qui est en cours, donc avec un règlement et une directive qui sont examinés au niveau UE. Pour l'instant, les ambitions qu'il y a dedans ne sont pas à ce niveau-là. C'est-à-dire que pour penser à une production européenne du médicament, tout est à faire. C'est-à-dire qu'il y a des députés européens qui sont pour l'idée, mais actuellement, il n'y a pas vraiment de chantier ambitieux là-dessus. Ce serait pour la prochaine mandature, puisque là, il y a des élections européennes imminentes. Donc, on peut espérer que ce long chantier soit lancé lors du prochain mandat. Et au niveau de. Donc, ça, c'est côté offre, hein, pour fournir assez d'offres. Côté demande de médicaments, je voudrais réagir à ce qui a été dit notamment par M. Louis sur la gratuité. Nous, on ne pense pas que c'est forcément la gratuité qui est en cause pour la surconsommation, puisque déjà, les médicaments ne sont pas gratuits, donc ils sont payés en partie par l'assurance maladie. Bon, c'est à 100% quand c'est en ALD notamment. C'est payé par les complémentaires santé à des taux variables, mais les complémentaires santé sont payés par les assurés. Donc, même si et il y a des franchises donc, qui ont été doublées tout récemment. Donc, déjà, le médicament n'est pas gratuit. Et ensuite, nous, à l'UFC Que Choisir, on pense quand même que c'est injuste de faire de responsabiliser le patient pour être malade. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses à faire en termes de pertinence de l'usage, mais si une prescription n'est pas justifiée, c'est au prescripteur de l'expliquer au patient
Par exemple, si un patient réclame un médicament, c'est au prescripteur de prendre ses responsabilités, de prendre le temps d'expliquer pourquoi est-ce qu'il pense que ce n'est pas forcément pertinent de prescrire ce médicament. Là-dessus, il y a une consultation qui est en cours sur le bon usage. Nous, on partage le diagnostic comme quoi en France, on consomme beaucoup plus de médicaments que les voisins sur certaines spécialités, notamment antibiotiques, paracétamol, anxiolytiques, etc. Donc, effectivement, il y a parfois des solutions non médicamenteuses qui pourraient être davantage explorées. C'est tout un changement de culture qui est à faire. En attendant, aujourd'hui, les pénuries ne sont pas nécessairement sur les spécialités qui sont soupçonnées d'être surconsommées. Et s'il faut gérer la pénurie, il ne faut pas la gérer de manière chaotique face à la catastrophe qui est déjà là. Je rappelle qu'en termes de spécialités concernées par les pénuries, il y a eu notamment des anticancéreux. Aujourd'hui, il y a par exemple un médicament contre le TDAH, où on préconise de ne pas mettre de nouveaux patients sous traitement parce qu'on peine à s'approvisionner. Donc, il n'y a pas que sur les produits où il y a une surconsommation qu'il y a des pénuries. Et effectivement, nous, on applaudit des deux mains l'idée d'un chantier sur la pertinence des prescriptions et la réduction de la consommation de certaines spécialités, mais le problème des pénuries dépasse largement le problème de la surconsommation, et je pense que les deux gagnent à être traités de manière un peu indépendante, puisque je ne pense pas que l'un ait directement causé l'autre. Je vous remercie. Donc oui, effectivement, les solutions pour limiter ce phénomène sont plurielles, hein, autant de la part des industriels que des patients, que des prescripteurs. Et donc, on voit bien que c'est un phénomène complètement global, mais qui entraîne finalement cette pénurie, une désorganisation complète de notre système de santé et un stress très important de la part de tous les acteurs, avec une problématique de tri des patients, avec une perte de chance pour certains. Et donc, c'est vrai que c'est un phénomène vraiment à s'en saisir et pouvoir régler cette problématique. Voilà, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter, mais c'est le moment si vous voulez. Non, moi je crois que tout a été dit. C'est encore l'occasion de vous remercier pour l'invitation à ce webinaire. Et puis voilà, c'est des grandes pistes lancées pour continuer à réfléchir tous ensemble autour de cette problématique qui effectivement impacte tous les acteurs de la prescription et de la consommation de médicaments. Donc c'est très important et c'est très utile de continuer à réfléchir là-dessus. Et je pense que ça passe par des webinaires comme ça et des réflexions un peu pluriprofessionnelles. Il existe une association qui s'appelle le bon usage du médicament qui réunit de façon transverse des industriels aux professions de santé, en passant par d'autres acteurs. On voit bien que c'est une problématique que tout le monde reconnaît et sur laquelle tout le monde travaille. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci, bonne journée. Au revoir, bonne journée.